Madame la directrice générale de la GRASC, chère Vanessa, Madame la ministre, secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, que nous appellerons MITROF après. Madame la déléguée interministérielle de l'aide aux victimes, chère Alexandra Louis, Madame la vice-procureure près le tribunal judiciaire de Libourne, Madame Bénédicte Lauveau-Legendre, juriste, chercheuse au CNRS et membre fondatrice de RUEL, en charge de l'accompagnement des victimes de traite des êtres humains en Gironde. Chère Betty Barouk, coordonnatrice de formation à l'ENM, à laquelle je dois beaucoup et notamment beaucoup d'éléments que je vais dire dans mon bref propos introductif. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités respectifs, chers invités, chers membres de l'ENM, chers directeurs que je vois au fond, merci pour votre présence. Je tiens tout d'abord à remercier et à saluer les intervenantes. Ce ne sont que des femmes, c'est pour ça que je parle en féminin. Les intervenantes présentes aujourd'hui et les organisateurs de cette conférence, la GRASC, Madame Betty Barouk, que j'ai précédemment présentée. Le thème que nous aborderons aujourd'hui est au cœur des préoccupations de l'école, puisque nous allons axer notre réflexion sur la prise en charge des victimes. La notion de traite des personnes renvoie au négoce et au transfert des êtres humains qui a culminé au XVIIIe siècle. Et le 10 mai dernier a eu lieu la 20e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Alors encore aujourd'hui, même silencieusement, sous d'autres visages, il s'agit toujours d'une réalité contemporaine, majeure, inquiétante, d'une criminalité souvent structurée, en constante évolution. Lorsqu'on regarde les enquêtes statistiques nationales qui sont conduites notamment par la MIPROF, on évalue à 4400, je ne sais pas si j'ai exactement le nombre, mais en tout cas près de 5000, le nombre réel de victimes d'exploitation ou traite des êtres humains, dont 61% ne déposent pas plainte. Et ce chiffre de 61% qui ne déposent pas plainte me semble tout à fait interpellant, puisque c'est plus de la moitié donc. Et pour en terminer avec quelques chiffres supplémentaires, mais en quelques chiffres, il est intéressant de retenir qu'en France, 67% des victimes sont des femmes, 24% sont des mineurs, 78% des victimes de mendicité forcée sont mineures. Alors, la plupart d'entre vous dans cette assemblée le savent, en droit français, l'infraction spécifique de traite des mineurs vise à répondre aux formes contemporaines d'exploitation des personnes, et cette exploitation peut inclure le proxénétisme, mais pas seulement. Et rappelons ici que la sensibilisation de la société et une meilleure formation des professionnels au phénomène de traite des êtres humains constitue le premier axe du plan national d'action 2024-2027. Alors qu'en est-il ici, dans notre école, à l'École nationale de la magistrature, où nous formons les professionnels du monde judiciaire pour que l'utilisation des instruments juridiques puisse être davantage utilisée? Nous avons tous évidemment à l'esprit que pour lutter efficacement contre la traite d'êtres humains, il faut aussi agir de concert, tant au plan européen qu'au plan international. Et sur ce point, nous reviendrons sans doute sur les deux directives de 2011 et 2024 qui incitent les États membres à développer des formations régulières et spécialisées pour l'identification des victimes de traite mineure. Et c'est dans ce contexte que l'École nationale de la magistrature prévoit de mener un projet de 24 mois nommé SHIELD, qui vise à concevoir et diffuser un modèle de formation commun ainsi qu'un module d'apprentissage en ligne sur la traite des enfants à destination des juges, des procureurs, des éducateurs. Parmi les objectifs figure notamment la création d'un réseau dynamique de formateurs européens. Et depuis plusieurs années, dans le cadre de la formation continue, les magistrats en fonction peuvent suivre un stage relatif à la traite des êtres humains.
Pour la première fois cette année, les auditrices et auditeurs de justice de la promotion 2025, qui donc s'apprêtent à rejoindre l'ENM à Bordeaux début juin pour leur période d'études, seront sensibilisés aux questions de traite d'êtres humains, en particulier la traite des mineurs, dans le cadre d'une activité collective. Et je remercie la MIPROF pour toute son action sur ce plan-là. C'est pour nous, je crois que vous l'avez compris dans ces quelques mots d'accueil, une priorité à l'École nationale de la magistrature d'assurer la continuité dans la formation autour de ces sujets de société complexes et dès la formation initiale des apprenants. J'insiste vraiment dès la formation initiale des apprenants. Face à ces enjeux essentiels, je vous invite à vous nourrir des échanges de la table ronde qui va suivre, que nous avons voulu au croisement des regards qui sont ô combien nécessaires pour appréhender avec justesse la prise en charge des victimes. Un grand merci, infiniment merci à toutes celles et ceux qui vont suivre ce propos et leur engagement à l'occasion de cette journée et de cette conférence nous donne vraiment beaucoup d'enthousiasme à l'École nationale de la magistrature pour investir encore davantage cette formation dès les premiers pas dans notre belle école. Je vous remercie et je crois que Vanessa, vous pourriez prendre la parole maintenant. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Merci à nos intervenants d'être là et qui ont été juste à présent nommés par Nathalie Roré. Merci beaucoup à vous tous d'assister aujourd'hui à cette conférence. On vous a récupéré de la vente aux enchères, mais après la Patek Philippe à 68 000 €, donc c'est bien. Je pense qu'on a quand même pu montrer quelle était la plus grosse enchère des montres. Donc vous verrez assez peu d'enchères plus fortes que celle-là. Merci beaucoup donc d'être là. Je crois que quand on a décidé d'organiser cette journée avec Nathalie Roré, il y avait plusieurs buts pour nous. D'abord, un but qui est toujours le nôtre à l'Agrasc, c'est de mettre en valeur le travail des enquêteurs, des magistrats, de l'Agrasc, des associations de victimes qui travaillent tous ensemble pour les saisies et les confiscations. Ça, c'est vraiment toujours ce qui nous anime et ce qui fait que on a un travail collectif qu'on aime beaucoup mettre en valeur par ce genre de vente et par ce genre de journée. La deuxième, c'est bien évidemment de vous montrer quelle est la nécessité des saisies et confiscations et en quoi elles sont utiles, notamment pour les victimes, ce que je vous expliquerai dans quelques instants. Et puis le troisième axe de cette journée, c'est aussi évidemment d'avoir une valeur pédagogique. Si on est ici, c'est pas pour rien. On est à l'École nationale de la magistrature. Je sais que parmi vous, il y a de nombreux auditeurs de justice et on a envie aussi que concrètement vous voyez quel est l'intérêt de faire des saisies et des confiscations, quel est l'intérêt pour les procédures pénales, quel est l'intérêt pour que les délinquants se voient privés de leur patrimoine et quel est aussi l'intérêt, et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en exergue aujourd'hui, de ces saisies et ces confiscations pour les victimes de manière hyper concrète, puisque, je le disais tout à l'heure en introduction de la vente, il y a beaucoup de sommes qu'on récoltera aujourd'hui dans cette vente aux enchères qui iront directement soit à des victimes pour être indemnisées, soit à des associations de victimes. Et c'est vraiment ça qui nous anime. On aime se dire à l'Agrasc, puisque moi aussi je suis magistrat, qu'on a plusieurs magistrats à l'Agrasc, qu'on rapporte des sous dans les caisses de l'État, c'est formidable. On rapporte des sous à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et les addictions, c'est formidable aussi. On aime quand même bien se dire qu'on rapporte aussi des possibilités d'indemniser et d'aider les victimes, puisque je pense quand même que ça fait aussi partie de la mission que l'on a et que l'on porte notamment quand on est magistrat, comme certains d'entre vous vont très bientôt l'être. Donc voilà quelles sont les vertus de cette journée pour nous, et du coup je vous remercie d'assister à cette conférence. Peut-être juste très rapidement vous rappeler, puisque c'est un peu l'idée de notre journée ici, en quoi du coup les saisies et les confiscations peuvent aider les victimes. En fait, nous à l'Agrasc, on va le voir, donc j'ai fait une sorte de petit listing à l'après-vert, mais vous inquiétez pas, ça durera pas très longtemps parce que après vous aurez des intervenantes beaucoup plus intéressantes que moi. Mais pour que vous l'ayez en tête, pourquoi on saisit, pourquoi on confisque et pourquoi et comment ça va aux victimes. Il
faut que vous sachiez avant toute chose que à l'Agrasc, on peut donc indemniser les victimes. Si une victime se voit allouer des dommages et intérêts dans le cadre d'un procès et qu'il y a des biens confisqués dans le cadre de ce procès, la victime va pouvoir se tourner vers l'Agrasc pour se faire indemniser sur la valeur des biens confisqués. Donc ça a vraiment un intérêt dans les dossiers de confisquer en se disant que les victimes pourront du coup être dédommagées. Donc ça, c'est la première chose. Elles ont 6 mois pour le faire auprès de l'Agrasc et ça a vraiment du sens et de l'intérêt. Le délai de 6 mois a été augmenté par le législateur il y a environ 1 an. C'est tant mieux, ça permettra aux victimes d'encore plus nous saisir. On les indemnise à la place de l'auteur des faits, à charge ensuite pour l'État de se retourner contre l'auteur des faits. Donc c'est un mécanisme qui est vertueux parce que ça permet aux victimes d'être indemnisées de manière beaucoup plus rapide. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes procureur, quand vous êtes juge, à demander ou à dire dans vos jugements qu'il y a une possibilité à la victime et de lui indiquer qu'il y a une possibilité de saisir l'Agrasc pour être indemnisé. Je pense que c'est important. C'est pas une mention obligatoire. On demande à ce que ce soit dans la loi, mais en tout cas, vous, c'est quelque chose que vous pourrez mettre dans vos jugements et qui aidera beaucoup les victimes à être informées de leurs droits et de leurs possibilités d'indemnisation. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi concernant les victimes, et je le disais tout à l'heure, c'est qu'avec l'argent qui est saisi, avec l'argent qui est confisqué, avec la valeur des biens qui sont vendus, on va également donner des sommes via des fonds de concours à des associations de lutte contre le proxénétisme, contre la traite des êtres humains. Tout ce qui est, et on vous le redira, notamment qualifié de traite des êtres humains en qualification pénale, n'ira pas au budget général de l'État, mais ira directement à des associations qui vont porter des projets pour les victimes. Donc sachez-le, et ayez-les en tête aussi, encore une fois, dans vos réflexes de magistrat, de procureur, de juge. Si vous visez l'infraction de traite des êtres humains, ce sera utile pour des associations de victimes. Donc gardez-le en tête et surtout n'hésitez pas. Ce qu'on peut faire aussi à l'Agrasc, et ce qu'on fait régulièrement, c'est que dans le cadre des dossiers de détournement de fonds publics commis par des États étrangers, notamment tout ce qui est bien mal acquis, dont vous avez pu entendre parler de manière régulière, ces sommes-là, les sommes qu'on va retirer des biens qui sont saisis et confisqués, n'iront pas au budget général de l'État français, mais iront aux populations qui ont été spoliées. C'est-à-dire que si vous avez un dossier de bien mal acquis, tout ce qui sera confisqué sera donné au ministère des Affaires étrangères français, à charge pour lui de le donner via l'aide française au développement aux populations spoliées. Je vous donne un exemple. En ce moment, à l'Agrasc, on gère des biens qui ont été détournés par le fils du président de Guinée équatoriale, qui s'appelle Théodorin Obiang, qui avait un hôtel particulier, notamment avenue Foch, 17 voitures assorties à ses chaussettes et divers bijoux et meubles. On les vend et tout ça, ça ira pour aider les populations locales qui ont été spoliées. De la même façon, ce qu'on peut faire à l'Agrasc pour les victimes, et ayez-le encore en tête quand vous avez des procédures où vous pouvez saisir et confisquer, c'est qu'on peut affecter socialement à des associations, à des fondations d'utilité publique, bientôt à des collectivités territoriales, c'est-à-dire à des mairies, des immeubles ou des biens qui sont confisqués. C'est-à-dire que on pourra donner gratuitement à bail à une association. On le fait bientôt en partenariat avec la MIPROF. On va donner un immeuble à une association qui lutte contre le proxénétisme pour que gratuitement ils aient à disposition des locaux et donc permettre de mieux avancer dans leur mission. Donc pensez-y. Quand on saisit, quand on confisque un immeuble, ça peut aller à une association, à une fondation d'utilité publique, à une collectivité territoriale. Donc c'est vraiment intéressant pour les victimes et c'est pas seulement pour rapporter de l'argent à l'État, c'est vraiment de manière très concrète pour les victimes. Le législateur aussi, dans le cadre de la loi narcotrafic, a étendu ces affectations sociales à divers biens meubles. Donc ça veut dire qu'on pourra aller même au-delà de tout ce qui est immeuble pour aider des associations encore et des fondations d'utilité publique. Donc voilà, en gros, quel est l'intérêt des saisies et des confiscations pour les victimes. C'est ce qu'on prône nous. C'est intéressant, c'est social, c'est différent de rapporter de l'argent à l'État et c'est une manière concrète pour vous, magistrats notamment, de participer à la vie de la cité et à l'aide aux victimes
à un moment où les budgets sont de plus en plus contraints et où l'aide aux victimes, malheureusement, en est aussi parfois la victime elle-même. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est intéressant, c'est des mécanismes qui fonctionnent et qui donc il faut absolument utiliser. Je vous laisse la parole pour nos intervenantes qui vont beaucoup plus que moi rentrer dans le fond du problème. Merci à tous et bon courage pour vos futures fonctions. Madame la directrice générale de la Grâce, Madame la directrice de l'École nationale de la magistrature, j'ai l'honneur, suite à vos propos introductifs, de présenter plus avant les professionnels réunis ici dans le cadre d'une table ronde portant sur la question plus générique de la prise en charge des victimes de traite des êtres humains. Mesdames, nous vous remercions chaleureusement de votre présence. Madame la ministre, Roxana Maracineanu, vous avez été ministre des Sports de 2018 à 2022 et à cette occasion, vous avez déployé divers dispositifs de signalement des violences sexuelles dans ce milieu, notamment la cellule de signalement dédiée. Vous êtes depuis mars 2023 secrétaire générale de la MIPROF, mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre les traites des êtres humains, où vous portez votre engagement au-delà du secteur sportif. Vous investissez notamment dans l'exécution du 3e plan national de la lutte contre la traite des êtres humains. Parmi vos axes de travail figure la constitution d'une communauté de travail unie face au réseau de traite des personnes. Madame la déléguée interministérielle Alexandra Louis, vous êtes depuis 2022 représentante de la DIAV, délégation interministérielle de l'aide aux victimes. Il s'agit d'une structure placée auprès du ministre de la Justice qui coordonne les politiques d'aide aux victimes. Votre premier métier, si je puis dire, est avocate. Vous avez été également députée de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous avez également siégé au sein de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, où vous avez participé à de nombreux travaux parlementaires relatifs aux questions de la protection de l'enfance et des violences sexuelles et sexistes. Sans pouvoir être exhaustive sur votre parcours professionnel, on peut ajouter que vous avez été aussi rapporteur général sur la situation des défenseurs des droits de l'homme dans les États membres du Conseil de l'Europe. Madame Bénédicte Lavaux-Legendre, vous êtes chargée de recherche au CNRS et présidente de l'association Ruelle. Donc vous êtes ainsi présente ici avec une double casquette, à la fois celle de chercheuse et celle de présidente d'une association d'accompagnement des victimes d'exploitation qui est bien implantée en Gironde. Vous aussi avocate, initialement, vous avez réorienté votre carrière vers la recherche. Vos premiers travaux ont concerné la filière de prostitutionnelle nigériane, mais aujourd'hui, vous consacrez aussi vos travaux vers d'autres champs de l'exploitation des personnes, notamment celui du travail forcé. Cette association Ruelle, alors c'est un anagramme aussi, qui signifie relais urbain d'échange et de lutte contre l'exploitation. Elle a été créée en 2011 et elle se donne diverses missions, et notamment l'accompagnement des victimes et la sensibilisation de la société au phénomène de traite, qui fait partie un petit peu des objectifs de cette table ronde. Madame Blier, chers collègues, vous êtes magistrat de l'ordre judiciaire depuis 2007. Vous avez œuvré au sein de parquets de diverses tailles, Évreux, Évry, Bordeaux, et depuis 2019, vous êtes vice-procureur de la République au tribunal judiciaire de Libourne. Au sein de ce parquet, vous êtes investi. Vous m'avez confié sans forcément avoir été formé initialement, avant que ces situations se confrontent à vous, pour la judiciarisation de l'exploitation par des entreprises de prestataires de services de ressortissants étrangers dans les vignobles du Grand Libournais. Vous êtes aujourd'hui référente traite des êtres humains au sein du parquet de Libourne et œuvrez régulièrement avec l'association Ruelle pour la prise en charge des victimes. Je propose que la table ronde s'articule autour de quelques thématiques que je vais décliner ensuite, et j'indique au public que nous prévoyons un temps de questions à l'issue de cette table ronde. Madame la directrice rappelait en introduction qu'on ne peut pas réduire le phénomène de la traite à l'exploitation sexuelle, qui est peut-être le phénomène le plus présent, le plus représenté et visible dans nos juridictions aujourd'hui. D'ailleurs, le plus souvent au travers de la qualification de proxénétisme et non de traite des personnes. Alors, pour débuter la discussion, Madame Maracineanu, quelles sont les différentes situations où l'on trouve des victimes de traite des êtres humains? Alors, appuyez. Oui, je pense qu'il s'est éteint. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreux, et merci à Vanessa Perret, la directrice de la Grâce, et à Madame Roré, directrice de l'ENM, de nous donner la possibilité de
en tout cas à moi, de vous présenter la mission interministérielle qui est le coordinateur national de ce sujet exploitation et traite. Comme vous l'avez dit, Betty, nous avons coécrit avec le monde associatif et 15 administrations un plan national et on suit son exécution avec une 60aine de mesures. Et l'important pour nous, c'était de visibiliser aussi les autres types de traite. C'est vrai qu'il y a l'exploitation sexuelle, la prostitution forcée des majeurs, de plus en plus de mineurs également. Et je me réjouis que cette formation, Madame Roret, puisse intégrer la formation initiale à l'ENM. C'est vraiment une avance que l'ENM va prendre sur l'action de tout le monde, de toutes les autres administrations, puisque la protection de l'enfance étant une compétence déconcentrée, c'est compliqué pour l'administration centrale et déconcentrée de l'État de s'intégrer dans cette problématique qui occupe beaucoup de conseils départementaux et l'ASE, la protection de l'enfance sur le territoire. Et donc on parle dans ce plan de mesures qui concernent la traite par le travail, l'esclavage domestique, la traite par le travail dans des champs et des secteurs en tension. Évidemment, on a besoin de main-d'œuvre et donc malheureusement c'est là aussi qu'on voit ces phénomènes de traite, mais aussi la contrainte à commettre des délits qui concernent plus des mineurs, des enfants et la mendicité forcée. Une des premières mesures du plan, c'est aussi de mieux quantifier le phénomène. Madame Roret a donné un certain nombre de données que nous publions à l'approche du 18 octobre, qui est la journée d'éradication de la traite des êtres humains, de l'esclavage moderne au niveau européen. Nous, on recueille les chiffres officiels des services statistiques du ministère de l'Intérieur, de la Justice et aussi de la délégation interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement, la DIAL. Nous publions ces chiffres officiels qui sont plutôt au nombre de 2000 concernant les victimes. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, Madame Roret, les associations, elles, accompagnent le double de victimes, en majorité d'exploitation sexuelle, mais on voit que les victimes de traite par le travail augmentent de beaucoup. Elles sont 700, dénombrées aussi bien par les services officiels statistiques que par les associations. C'est plutôt sur l'exploitation sexuelle, peut-être parce qu'elle est plus honteuse, à être portée et porter plainte en fait contre ces agresseurs, où là les associations sont plutôt des nombres 3000 victimes, alors que on en dénombre officiellement seulement 1000. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas un phénomène transfrontalier qui touche que à la criminalité organisée internationale. La moitié des victimes sont françaises. La moitié des exploiteurs sont français. Et donc, il faut vraiment le considérer comme un phénomène aussi franco-français. 19% sont des mineurs. Et parmi ces mineurs, 90% sont des filles victimes d'exploitation sexuelle dans la grande partie des cas. La MIPROF élabore aussi des outils pédagogiques, pratiques, qui vont permettre aux professionnels de comprendre et de connaître aussi les terrains favorables à cette exploitation d'êtres humains par d'autres êtres humains. Ce que je peux vous dire, c'est que la traite exploite les vulnérabilités des personnes qui sont souvent cumulées, évidemment celles liées au parcours migratoire, aux violences antérieures subies. La plupart des associations qui accompagnent des femmes en situation de prostitution disent que 100% de ces femmes ont subi des violences étant enfants. Donc elles ne le font pas pour gagner de l'argent ou parce qu'elles aiment ça ou parce que c'est un métier, mais bien parce qu'elles ont été victimes de violences. Et c'est important de considérer cette prostitution évidemment comme une violence, d'autant plus si elle est si elle est faite par des exploiteurs et des mis en cause pour traite. Une autre vulnérabilité, c'est cette précarité administrative, sociale, économique, mais aussi l'incapacité à se percevoir comme victime. C'est vrai que notamment pour les populations venant de l'étranger, il est aussi d'usage que certains corps de la société puissent être au service d'autres personnes plus riches ou plus en vue avec un autre statut. Et donc, quand elles arrivent en France importées par ces personnes chez nous, en fait, elles se vivent comme dans leur pays. Donc, c'est très important qu'il y ait des associations qui leur fassent comprendre qu'on est dans les pays des droits humains, des droits de l'homme et qu'on ne peut pas vivre dans ces conditions et être exploitées de cette manière-là. Elles sont souvent aussi sujettes à des addictions multiples, créées parfois par les exploiteurs eux-mêmes, notamment pour la contrainte des mineurs à commettre des délits. On l'a vu dans le procès du Trocadéro, où les exploiteurs commencent à mettre sous addiction, sous drogue les jeunes pour derrière pouvoir avoir un levier
pour continuer à les exploiter plus facilement. Et puis aussi, évidemment, une des vulnérabilités, c'est l'âge. On voit un rajeunissement de plus en plus important, notamment dans l'exploitation sexuelle, une rupture familiale, des fugues qu'on peut lire de plus en plus dans les médias, en lien notamment avec l'enfermement et derrière l'exploitation sexuelle avec une mobilité très grande, et donc l'importance que toutes les juridictions puissent être sensibilisées et formées à ces sujets d'exploitation et de traite. Et un dernier point, mais on l'abordera tout à l'heure, l'alternance pour ces jeunes aussi entre le statut de victime et d'auteur, de mis en cause. Et donc c'est important de savoir aussi quand des victimes en fait sont exploitées et qu'elles sont en fait victimes et non pas auteurs de délits ou d'infractions, et pouvoir leur apporter la protection qui leur est due, notamment dans les textes internationaux. On dit bien qu'un enfant, dès qu'on a démontré qu'il est soumis et exploité, il ne faut pas le poursuivre. Madame Lavaux-Legendre, malgré cette multiplicité de visages finalement de victimes de traite, est-ce qu'on peut discerner une forme d'unité de ce phénomène criminel, en tout cas derrière cette qualification pénale? Est-ce qu'il y a une réalité un petit peu unique d'une certaine manière? Oui, merci. Oui, je dirais qu'il y a des points communs. Malgré les grandes différences qui peuvent être liées à l'origine géographique, à la forme d'exploitation, à l'âge de la victime, à son genre, il y a plein de différences, c'est évident. Mais il y a aussi quelques points communs. Je les résumerai par deux mots. C'est l'isolement et la dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, les victimes de traite, par définition, sont dans des situations d'isolement à l'égard de la société dans laquelle elles se situent, à l'égard de l'environnement social dans son ensemble. Elles peuvent être au sein d'un groupe. Les femmes nigérianes, à l'époque, il y en a moins des femmes nigérianes, mais elles étaient exploitées dans un groupe, donc elles n'étaient pas à proprement parler isolées. Mais en fait, elles étaient totalement isolées parce qu'elles étaient totalement isolées du pays de destination. Elles n'avaient pas accès à la santé, à des cours de français, à des papiers, à un emploi, etc. Donc elles étaient isolées malgré tout. Ça, c'est le premier point, et je pourrais illustrer beaucoup ces formes d'isolement qui touchent aussi les mineurs, par exemple les mineurs marocains, les mineurs qui sont exploités dans la délinquance forcée, ou les esclaves domestiques qui sont très isolés, enfermés physiquement dans les maisons. Donc l'isolement, et deuxième point, la dépendance, parce que cet isolement crée une dépendance à l'égard de l'auteur de l'exploitation, et c'est parce qu'il n'y aura personne qui sera en mesure de pouvoir rompre cet isolement que l'auteur va pouvoir tirer profit de cette vulnérabilité de la victime et l'exploiter, c'est-à-dire obtenir d'elle une prestation de travail, une prestation sexuelle, en l'absence de quelqu'un qui dit stop, ben là, elle a assez travaillé pour aujourd'hui, elle a travaillé 7 heures, elle a travaillé 8 heures, on s'arrête, elle a droit à des jours de repos, elle a droit à des conditions de travail protégées, elle a droit à un salaire, etc. Et donc, à partir du moment où elle est totalement dépendante, l'auteur peut obtenir ce qu'il veut d'elle et c'est sans limite. Et pour revenir un instant sur les différences, cet isolement, il peut préexister à la relation d'exploitation ou il peut être à la rencontre de l'auteur de l'exploitation ou il peut être mis en œuvre délibérément par l'auteur de l'exploitation. Et c'est là qu'il y aura plein de différences et de variantes, si on peut dire, entre une jeune femme qui arrive, qui migre toute seule, ou un jeune homme qui migre tout seul, coupé de sa famille, et qui est d'ores et déjà isolé. Il peut être d'ores et déjà isolé, il va être récupéré par le réseau dans le groupe, dans le pays de destination, et là, l'isolement préexistera, il n'y aura plus qu'à mettre en œuvre la dépendance. D'autres personnes, elles vont être isolées dans le cadre de stratégies criminelles, où on va leur prendre leur téléphone, les couper, les empêcher de contacter leur famille, etc. C'est un autre profil. C'est d'autres pratiques criminelles, d'autres stratégies criminelles, d'autres logiques, mais le résultat est le même, on va retrouver cet isolement et cette dépendance. Merci. Dans vos écrits, vous parlez d'aveuglement des acteurs, notamment sociaux, face au phénomène de traite. Peut-être donner la parole à Madame Blier. Est-ce qu'on peut avoir un dossier de traite, on peut judiciariser une situation de traite sans victime? Alors, c'est très compliqué. Moi, je vous donne l'exemple de Libourne, mais qui, à mon avis, peut se décliner dans beaucoup de régions françaises. C'est que à Libourne, c'est très visible la présence des travailleurs viticoles dans la ville. Ça crée un certain émoi dans la population locale. Des groupes de Maghrébins qui parfois peuvent avoir des comportements peu appropriés. Et c'est vrai que ça interroge tout de suite. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants.
Et pendant des années à Libourne, il y a eu des lettres anonymes qui sont arrivées au tribunal, à la mairie, disant alors soit des lettres qui demandaient qu'on les aide, soit des lettres qui demandaient qu'on les expulse. Ça dépendait, je pense, de la sensibilité de chacun. Mais en gros, qu'ils arrivaient grâce à un contrat payés 12 000 euros, qu'ils travaillaient dans les vignes et qu'il fallait que ça s'arrête. Donc nous, on recevait ça au parquet. On lançait des enquêtes sur les sociétés qui étaient dénoncées. Au mieux, on avait des infractions de travail dissimulé. Au pire, on n'arrivait à rien déterminer, mais tout simplement parce qu'on n'avait pas de victime. On n'avait aucune plainte. On n'identifiait personne pouvant confirmer ce que tout le monde savait à Libourne, que ce soit les gendarmes, les services administratifs, le tribunal. On savait que c'était un phénomène, mais on pouvait pas le prouver. Et alors ça m'a fait rire à une des audiences qu'il y a eu à Libourne. Il y a une avocate partie civile qui a dit un jour, le parquet de Libourne a décidé de poursuivre pour traite. Alors c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est qu'un jour, on a eu de la chance. Un exploitant a déposé plainte contre 8 de ses travailleurs pour menace de mort. Les travailleurs ont tous raconté la même chose, à savoir qu'ils venaient du Maroc, qu'ils avaient été recrutés à tel endroit, qu'ils avaient payé 12 000 euros, qu'ils étaient aujourd'hui hébergés dans des conditions pas terribles. Et le gendarme qui a pris leur audition en tant que mise en cause, non seulement a permis de déterminer qu'ils n'étaient pas poursuivables pour effet de menace de mort, mais en plus, à l'aune de ce qu'on entendait sur Libourne et des enquêtes qui avaient été lancées, a avisé la brigade de recherche de Libourne que on avait des victimes, et là est sorti le premier dossier. Je pense que donc il n'y a pas de dossier de victime, de dossier de traite sans victime. Donc les victimes sont non seulement fondamentales pour réussir à caractériser les infractions, mais comme dans beaucoup d'infractions, il est évidemment important, ne serait-ce que pour prouver la traite, et étant donné que les exploitants réfutent systématiquement l'existence de ce contrat, pour prouver, c'est sûr que la multiplication de victimes qui disent la même chose, qui se connaissaient pas forcément au moment de leur déclaration, ça aide au niveau de la démonstration de la culpabilité. Et alors au moment du procès, ça c'est quand même quelque chose aussi de fondamental. Juger un dossier de traite qui est monté avec des victimes dans le dossier, c'est tout à fait possible. En revanche, c'est incarner justement la gravité de ces faits-là, parce que au moins dans le cadre de l'exploitation par le travail et des dossiers de traite qui ont été diligentés par le parquet de Libourne, on en est à devoir démontrer en quoi c'est grave. Et les victimes elles-mêmes, quand Madame la ministre évoquait l'incapacité à se considérer comme victime, c'est là aussi tout le travail de l'association Ruelle, mais qui souvent a les victimes un peu en aval, c'est-à-dire après leur plainte, mais aussi le travail des gendarmes, de venir leur dire, là, ce que vous nous racontez, c'est pas normal. C'est pas juste un contentieux prud'homal, c'est pas juste que vous n'avez pas été payé pour le travail accompli, c'est aussi que ça s'inscrit dans une infraction beaucoup plus grave et beaucoup plus large que le fait de dormir sur un matelas pas très propre. Et le fait d'avoir les victimes à l'audience, ça incarne justement le préjudice qu'ils subissent, ce qui, dans le cas de mes dossiers, n'est pas forcément évident et intuitif, puisque on considère souvent que ils travaillent, ils vivent sans doute dans de meilleures conditions qu'au Maroc, ce qui reste à prouver encore une fois dans les dossiers que j'ai eu à traiter. Et par conséquent, qu'ils viennent raconter à l'audience leur parcours migratoire, leur situation sur le territoire français actuellement, qui est une situation très délétère, puisqu'ils n'ont pas de carte de séjour, ils sont en situation régulière. Quand on parlait aussi de victimes auteurs, eux, là, on est vraiment en plein dedans. Parce que sur le ressort de Libourne, il y a souvent des opérations pour... comment qualifier ça ? Pour
je vais essayer de pas être trop péjorative, voilà, de contrôle des personnes en situation irrégulière qui aboutissent à des gardes à vue, qui aboutissent parfois, alors des poursuites juste pour maintien irrégulier, non, mais quand il y a des infractions cognates, ça peut aboutir à des poursuites, ça peut aboutir à des procédures administratives. Donc par conséquent, moi, ce que j'ai demandé à mes collègues, c'est de regarder systématiquement si les gens qui sont en garde à vue sont victimes dans un dossier de traite, parce que on peut pas être une hydre à deux têtes. Il faut aussi nous qu'on soit cohérents dans notre action judiciaire. Alors évidemment, je parle pas si jamais ils ont commis des faits graves. On n'est pas là-dedans. Mais en termes d'appréciation, lorsqu'ils sont mis en cause pour tel et tel délit mineur, je pense que c'est important aussi de savoir qu'ils sont victimes. Merci. Madame Lavaux-Legendre, comment une victime prend conscience qu'elle en est une en termes de traite des personnes? Difficile de répondre. Bien, le travail justement d'une association comme Ruelle, ça va être de faire une mise en confiance. Première étape, une mise en confiance. Elle pourra prendre conscience de sa qualité de victime que si elle est dans un environnement sécure, protégé. Et il va falloir l'aider à déconstruire en fait tout ce qui aura été mis en place dans le cadre de l'exploitation, dans le cadre de cette relation de dépendance. Il va falloir déconstruire l'idée que la personne qui l'a fait venir est son protecteur. Les jeunes mineures françaises, quand elles parlent de leur proxénète, elles parlent de leur protecteur. C'est le vocabulaire qui leur est transmis. On leur dit qu'elles bossent, on leur dit jamais qu'elles se prostituent, on leur dit qu'elles vont passer un test sexuel. En fait, c'est un viol initial pour créer du psychotrauma qui va permettre après qu'elles soient soumises, si on peut dire, dans le cadre de la prostitution. Donc la première étape pour prendre conscience qu'on est victime, c'est que quelqu'un vous aide à déconstruire tout ce qui aura été mis en place, notamment dans le cadre de la stratégie criminelle mise en œuvre par les auteurs. Ce qui aura aussi été mis en place dans le cadre culturel possiblement antérieur, ça a été évoqué, c'est évident. Dans certaines sociétés, il y a des rapports de classe très marqués. Les femmes sont assignées à certaines places de soumission, etc. Ça, c'est important aussi lorsqu'on est sur le territoire français de le déconstruire et de dire, ben voilà, il y a des lieux où ça se passe peut-être différemment, mais ici, en tant que femme, tu as tel et tel droit. C'est une chose à déconstruire, mais j'ai envie de dire la part la plus importante, en tout cas qui me semble la plus essentielle, et c'est le travail en tout cas que Ruelle essaye de mener, c'est d'aider la personne à déconstruire tout ce qui a été mis en place dans le cadre de l'exploitation en termes de vocabulaire, de termes qui vont dénaturer le réel, employer des mots les uns à la place des autres. En termes de rôle des services enquêteurs, justement, des victimes, elles vont souvent croire que si elles franchissent la porte du commissariat, elles vont être expulsées instantanément parce qu'elles sont en situation irrégulière. C'est pas tout à fait vrai, heureusement. En tout cas, c'est important de travailler avec elles pour les aider à déconstruire ça et à trouver les bons services enquêteurs, à frapper à la bonne porte. Elles croient parfois, je me souviens quand je travaillais avec des Nigérianes, leur dette était de 60 000 € quand elles arrivaient en France, et on leur disait que c'était le prix du voyage. Et quand avec l'association, on disait, mais tu sais, un prix de migration depuis le Nigeria, même en situation illégale, etc., c'est maximum 10 000 €. Et tout d'un coup, elles se disaient, mais en fait, je me suis fait avoir, je rembourse 60 000 €, alors que au pire, ça a coûté 10 000 €. Donc, votre question, c'était qu'est-ce qui rend possible de prendre conscience de ce qu'on est victime? C'est tout ce travail de pédagogie, d'information et de déconstruction. Mais ce travail, il n'est possible que de déconstruction du lien toxique, mais ce travail, il n'est possible que si on arrive malgré tout à aider la personne à prendre de la distance avec l'auteur de l'exploitation, à rompre un peu cette dépendance, tant qu'elle est totalement dépendante, c'est comme les victimes de violences conjugales, tant que l'emprise est trop forte, elles peuvent pas entendre ce qu'on leur dit. Et donc, il faut, pour qu'elles puissent prendre conscience de ce que va dire l'association notamment, ou les acteurs de terrain, les policiers, etc., il faut aussi qu'elles soient mises en sécurité. Mise en sécurité, c'est-à-dire qu'elle ait possiblement accès à un hébergement, à un titre de séjour. Il y a un dispositif qui existe dans la loi, le fameux délai de réflexion, il n'est pas appliqué. Bon, est-ce que c'est le bon dispositif? Je sais pas, mais le délai de réflexion, c'est un titre de séjour qui permet une autorisation de séjour pendant 30 jours, juste pour que la personne soit mise à l'abri, protégée, extraite de la relation avec l'auteur, juste pour pouvoir réfléchir, prendre de la distance. Alors, c'est peut-être pas assez 30 jours. En tout cas, c'est pas appliqué, mais pour pouvoir prendre conscience qu'on est victime, il faut être un tout petit peu en sécurité et un tout petit peu à distance de l'auteur de l'exploitation.
Merci. Madame la directrice générale de l'Agrasc évoquait la possibilité d'utiliser des fonds de concours de l'Agrasc pour l'indemnisation et l'aide aux victimes de traite. Madame Louis, comment est financée l'aide aux victimes en général et tout particulièrement concernant les victimes de traite et que pensez-vous de ce lien justement entre les saisies et confiscations et l'aide aux victimes en matière de traite? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Merci, chère Vanessa Perret. Merci, chère Nathalie Roret. La question que vous vous posez est évidemment fondamentale. D'abord, le lien. Je vais commencer par ça parce qu'il me paraît fondamental. Il me paraît aujourd'hui, après 2 ans et demi au sein de cette délégation interministérielle à l'aide de victimes, évident. Il est évident, et vous avez tout à l'heure rappelé mon passage au Conseil de l'Europe, l'aide aux victimes et le lien avec la saisie, c'est-à-dire le fait de faire revenir aux victimes l'argent du crime, est important et d'autant plus pour les victimes de la traite des êtres humains. Quand j'étais au Conseil de l'Europe, il y a toujours eu une approche sur la lutte contre la traite des êtres humains fondée sur l'aide aux victimes et fondée sur la préservation des droits des victimes. C'est la principale approche. Donc le lien, il est là pour moi, il est évident. Ensuite, pour moi, la saisie et la réaffectation sociale, c'est d'abord un enjeu de réparation. C'est une sorte de mesure de réparation parce que ça a été très bien décrit. Ces victimes-là sont dans des processus de psychotrauma, sont dans des situations de vulnérabilité extrême. Ce sont des parcours de reconstruction longs, compliqués, onéreux aussi, il faut le dire. Et il est important, non seulement avec cette mesure, de pouvoir la financer, mais au-delà de ça, c'est un symbole qui est très fort. C'est une façon aussi de reprendre le pouvoir, de dire, eh bien, les victimes peuvent s'en sortir et il est possible justement aussi de faire ce lien avec le mal qui leur a été fait. Le deuxième point, c'est aussi, je pense, un instrument de dissuasion parce qu'il faut faire en sorte aujourd'hui que le crime paie moins, peut-être un jour qu'il ne paie plus, on peut être idéaliste. Et c'est aussi une façon de dissuader certains qui sont tentés parfois de rentrer dans des réseaux criminels, de se dire que, à un moment donné, il est aussi possible de toucher les trafiquants, de toucher les criminels au portefeuille. C'est évidemment crucial. Un autre enjeu, c'est pour moi un enjeu aussi de justice sociale. C'est important pour les victimes, c'est important aussi pour nos concitoyens, parce que ces ventes aux enchères, elles sont visibles. Le fait de redistribuer l'argent, c'est quelque chose qui est visible, qui se voit dans la société. Et c'est une musique qu'on entend souvent, que vous entendrez, que vous avez déjà entendu, c'est qu'on beaucoup vous disent on fait beaucoup pour les auteurs, on fait moins pour les victimes. Il est vrai que le budget de l'aide aux victimes qui est destiné aux associations d'aide aux victimes est de 52 millions d'euros, 0,5% du budget de la justice. Donc je pense que ce type de mesure est très très fort de symbole pour les victimes et pour nos concitoyens. Et puis évidemment c'est un enjeu budgétaire fort où aujourd'hui les associations d'aide aux victimes accompagnent en moyenne 1 victime sur 10. Il faut évidemment faire plus, faire mieux, et nous avons besoin d'argent pour cela, donc il est important d'avoir ce type de dispositif. Alors Vanessa les a rappelés tout à l'heure, il y a d'abord le sujet de l'indemnisation des victimes, et Vanessa, merci de l'avoir rappelé, parce que c'est un droit qui existe, mais qui est aujourd'hui vraiment très peu connu des victimes, très peu connu des professionnels, et là il y a un enjeu fort d'accès au droit, donc vraiment, vous pouvez être les ambassadeurs dès demain pour pouvoir permettre à ces victimes d'avoir accès à cette indemnisation. L'indemnisation, ça fait partie intégrante, je dirais, du parcours de reconstruction des victimes. Pouvoir avoir notamment un suivi psychologique, pouvoir retrouver non pas une vie normale, mais une vie sereine. Il y a également la mise à disposition des biens immobiliers, qui est un point particulièrement important, parce que ça a été dit, les associations ont besoin de locaux, elles en manquent cruellement, donc c'est aussi une mesure très concrète que je pense très efficace. Et puis il y a également le financement des associations qui lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme. Il faut savoir aussi que certains rapports parlementaires prônent l'élargissement de ces dispositifs à toutes les associations d'aide aux victimes. On a récemment rendu un rapport sur la création d'un guichet unique pour les victimes qui nécessairement nécessiterait des financements supplémentaires, et c'est une piste qu'on trouve intéressante. Et je reviens du Québec où j'ai découvert le système d'aide aux victimes qui est financé en très grande partie justement par les saisies et les confiscations. C'est donc un modèle tout à fait intéressant. Je voudrais évoquer également 2 dispositifs d'indemnisation des victimes qui sont, je dirais, dans la même philosophie. C'est d'abord la contribution citoyenne. Alors la contribution citoyenne est issue de la loi du 8 avril 2021. Et elle sert, en fait, c'est une mesure d'alternative aux poursuites, et elle permet au procureur de la République de demander à l'auteur d'une infraction de verser une contribution à une association d'aide aux victimes. Le deuxième dispositif, c'est la suramende, qui a eu un peu moins de succès, mais qui a quand même le mérite d'exister, qui est issu de la loi du 3 juin 2016. Il s'agit en réalité d'une majoration d'une amende pénale qui peut aller jusqu'à 10% et qui est là également tout à fait vertueuse.
Merci. Alors, malgré tout, un constat sans appel, les articles 225-4 et suivants du Code pénal qui incriminent la traite des personnes sont encore très peu employés. Madame Lavaux-Legendre évoque ainsi dans ses écrits une forme d'aveuglement au stade de la qualification. Madame Blier, d'après vous, en pratique, comment peut-on mobiliser les professionnels de justice, notamment ceux que nous sommes, sur ces qualifications pénales? À mon sens, la clé, c'est la formation. Moi, j'avais pas entendu parler ou très peu de la traite des êtres humains avant de traiter mon premier dossier. Pour moi, et je pense que les auditeurs qui sont dans cette salle vont se reconnaître, mais c'est une infraction qui fait peur, qui fait 25 lignes dans le code pénal. Faut prendre un Doliprane pour réussir à comprendre un peu le sens de tout ça. Alors qu'au final, alors je vais faire comme tous les gens formés, au final c'est facile. Mais si on en arrive là, c'est parce que déjà en termes de formation, il y a bien sûr la technicité de l'infraction pénale, mais il y a aussi l'intérêt de la qualification. Et ça, je pense que ça échappe à beaucoup de professionnels. Parce que cette qualification vient souvent en surnombre par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus faciles en fait à qualifier. Moi, dans mes dossiers, c'est le travail dissimulé, c'est des infractions au droit du travail qui sont parfaitement démontrées dans les rapports de l'inspection du travail. La traite, ça nécessite quand même de faire un pas de côté. À la fois juridique, mais aussi en termes de positionnement par rapport au dossier. J'ai entendu qu'à Marseille, ils commençaient à considérer que les petits qui vendent des stupes dans les cités sont victimes de traite des êtres humains. Enfin, ça, c'est quand même un sacré pas de côté, mais c'est aussi un exemple de ce qui peut être imaginé face à ce phénomène et face à cette infraction. Moi, jamais j'aurais pu considérer que l'exploitation ou le fait de faire venir des travailleurs pour les faire travailler dans des vignes pouvait être assimilé à de l'esclavage moderne, quand même bien le dire la presse. Mais c'est quand même une qualification qui est très intéressante pour les victimes, comme l'a indiqué Madame Lavaux-Legendre. Il y a un statut protecteur au niveau administratif qui est absolument indispensable, qui permet justement aux victimes de sortir de l'exploitation. Et alors moi, la première formation que j'ai faite, c'est justement avec Madame Lavaux-Legendre, qui m'a permis aussi de me rendre compte que tous les systèmes de traite ont les mêmes ficelles, les mêmes caractéristiques, et donc on s'inscrit réellement dans un système de criminalité, alors pas forcément organisé, mais réellement un système qui a les mêmes ressorts avec l'exploitant qui menace, toujours de l'expulsion, les gendarmes et le pire, c'est qu'on se rend compte que c'est suivi des faits sur le terrain, puisque il y a beaucoup, encore une fois, je reviens au garde à vue pour séjours irréguliers, qui reviennent régulièrement dans la vie des personnes qui peuvent être exploitées. Donc une formation déjà théorique pour comprendre réellement l'intérêt de cette infraction et également technique. Et j'indique à mes chers futurs collègues maintenant, que y a une formation continue proposée par l'École nationale de la magistrature et qui est réellement excellente, que j'ai faite et dans laquelle j'interviens maintenant. Donc c'est un conseil, et porter la bonne parole. Que réellement, alors déjà c'est en tant que parquetier, je trouve que c'est une infraction passionnante à traiter, tant au niveau de l'enquête, parce qu'il y a plein de moyens d'enquête possibles. Dès lors qu'il y a une circonstance aggravante, on peut utiliser les écoutes téléphoniques, toutes les techniques spéciales d'enquête qui rendent les enquêtes quand même intéressantes. Et puis après, au niveau de l'audience pénale, on a quand même affaire à de la délinquance qui sort de l'ordinaire et qui permet vraiment alors ça fait très
très nombriliste, mais en même temps, notre métier, il a un sens et je pense qu'on le fait tous aussi pour ça. Mais réellement, ce sont des dossiers qui ont un vrai sens et qui ont un vrai impact à la fois sur les victimes, sur les auteurs, mais également sur la société au sens large. Et ça, c'est quand même important. C'est un peu le sens de ce qu'on fait. Vous voulez dire un mot par rapport à ça, Madame la Oui, je veux bien juste rajouter un petit point sur l'enjeu de la qualification de traite des êtres humains et l'enjeu des techniques spéciales d'enquête. En fait, je crois qu'on est à un moment où il est important de prendre conscience d'un élément essentiel à mes yeux, c'est que l'argent de la traite des êtres humains s'accompagne bien souvent d'une infiltration de l'économie formelle, de l'économie légale. C'est l'un des éléments de définition des mafias, tels que définis notamment par Clotilde Champérage, qui travaille beaucoup là-dessus avec un regard d'économiste. Mais plus on travaille sur la traite des êtres humains, plus on s'aperçoit que, notamment en tout cas avec le Maghreb, mais avec d'autres, avec la Roumanie, la Bulgarie aussi, on a des phénomènes comparables. On a une infiltration de l'économie formelle, c'est-à-dire qu'on a des sociétés qui ont une existence légale, qui ont une réelle activité économique et qui permettent de blanchir l'argent du crime. Et il y a beaucoup de connexions qui se passent. On le sait aussi avec le narcotrafic, évidemment, on en parle beaucoup. Et je crois qu'il y a un enjeu d'ordre public, mais au sens fort, de protection des démocraties aussi, de se dire il faut pas laisser cet argent se multiplier parce qu'on est dans des systèmes totalement para-étatiques, hors de contrôle. Et ça me semble très dangereux pour les démocraties. Donc je pense que derrière la qualification sur un petit dossier, si je peux dire un petit dossier de traite libournais, l'intérêt de recourir à la qualification de traite, c'est aussi d'essayer de remonter plus haut et de s'apercevoir que le petit dossier n'est peut-être pas si petit que ça et qu'il y a peut-être aussi des connexions avec l'économie formelle et il faut être très vigilant sur ce sujet-là. L'exemple des titres de séjour le montre bien, hein, c'est-à-dire que c'est des sociétés légalement déclarées qui permettent d'obtenir les titres de séjour qui sont payés avec l'argent du crime. Enfin, voilà, il y a un gros enjeu à mon avis et je pense qu'il est urgent d'en prendre conscience largement, que les magistrats en prennent conscience pour poursuivre dans toute leur globalité ces pratiques criminelles. Madame Louis, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de dossier de traite sans victime. Quels sont les enjeux dans l'architecture de l'aide aux victimes pour que de tels dossiers puissent sortir ? La première des choses, c'est peut-être de définir ce qu'est l'aide aux victimes. Il faut savoir que l'aide aux victimes ne commence pas avec la matérialisation par une plainte d'une victime, ça commence bien avant. Alors en France, on n'a pas de définition de la victime, on sait ce qu'est une partie civile, c'est bien plus compliqué pour être victime, d'autant plus sur ce sujet que les victimes, parfois, n'ont pas conscience qu'elles sont victimes. Ça complique beaucoup l'accompagnement et ça complique aussi le travail des professionnels. Donc l'enjeu de l'aide aux victimes, c'est avant tout un enjeu de coordination et c'est un enjeu d'accompagnement. Alors il y a ici beaucoup de juristes, c'est vrai qu'il y a un accompagnement juridique qui est important, mais je dirais que c'est pas nécessairement le plus fondamental, surtout au début. Ce qui est important, c'est l'accompagnement psychosocial. C'est ce que vous avez très bien décrit, c'est-à-dire ce processus qui permet aux victimes de pouvoir s'extraire parfois lentement, parfois difficilement du système dans lequel elles sont. Et j'ai été parlementaire à Marseille, il y avait une association qui faisait un travail formidable auprès notamment de personnes qui étaient prostituées, des Nigérianes. Elle-même étant nigériane, elle allait leur parler, elle-même ayant vécu et passé par toutes ces étapes-là, elle allait bien leur expliquer ce qu'elles pouvaient faire pour se sortir de là et surtout elle leur expliquait qu'elles étaient victimes et qu'elles avaient des droits. Et ce travail-là, il est fondamental au cœur de l'aide aux victimes. Alors en France, l'aide aux victimes repose principalement sur les associations. Depuis les années 80, Robert Badinter avait compris qu'au sein de la justice, il y avait quelque chose qui manquait. C'est cet accompagnement des victimes. Et Robert Badinter disait une chose très vraie, c'est que les victimes se sentaient seules, terriblement seules. Et donc, il a créé le premier réseau d'associations qui, au début, étaient beaucoup de bénévoles. Puis tout ça s'est professionnalisé et tout ça s'est fédéré. Aujourd'hui, nous avons la Fédération France Victimes qui regroupe 126 associations qui sont réparties sur le territoire national mais également en Outre-mer. Il y a également des associations qui sont plus spécialisées, notamment sur les sujets des violences sexuelles mais également sur les sujets de traite, sur les sujets parfois même de prostitution. Ça, c'est très important, qui ont cette capacité, je dirais, d'accompagner en prenant plus en charge les spécificités de ce type d'infraction. Et il y a également les associations de victimes qu'il faut bien différencier des associations d'aide aux victimes.
Aide aux victimes, ce sont des professionnels, des juristes, ce sont des psychologues, ce sont des travailleurs sociaux qui vont mettre en place un vrai accompagnement professionnel. Les associations de victimes, c'est plus de la paire et danse. Ce sont des personnes qui ont pu vivre des choses comparables et qui vont pouvoir faire ce travail que l'association dont je vous parlais fait, c'est-à-dire d'aller parler, d'aller convaincre et qui fait aussi des liens avec les associations d'aide aux victimes. Je terminerai en vous disant que l'aide aux victimes, si elle repose beaucoup sur les associations, c'est aussi un enjeu de culture de l'aide aux victimes qui concerne tous les professionnels, les magistrats, les avocats. Je pense aux élus locaux qui peuvent avoir un rôle pour identifier aussi des victimes. C'est pour ça qu'il faut des formations communes, il faut une culture commune de l'aide aux victimes pour aller chercher ces victimes parce qu'elles viennent rarement taper à la porte pour se manifester. Donc il y a un vrai enjeu de culture commune de l'aide aux victimes et c'est pour ça qu'il faut former, sensibiliser, non pas que le monde juridique mais aussi les travailleurs sociaux, l'aide à l'enfance et bien au-delà tous ceux qui sont à un moment donné de leur vie en capacité d'identifier telle ou telle victime. Merci. Madame Maracineanu, lorsqu'elle est retenue, qu'est-ce que cette qualification de traite symbolise, représente pour les personnes mises en cause et les victimes? On a commencé un petit peu à l'évoquer, mais que pourriez-vous dire de l'angle de la MIPROF? Alors aussi bien, je crois, pour les mis en cause que pour les victimes, ça met les mots forts et les mots justes sur ce phénomène d'exploitation extrême. C'est de l'esclavage moderne par la traite des êtres humains, donc il faut le dire. C'est vrai qu'au niveau des mises en cause, maintenant, être proxénète, ça peut être à la mode, en fait, presque. Alors que si on dit que c'est un esclavagiste ou un exploiteur, c'est déjà un peu moins sympa pour lui. Pour les victimes, évidemment, ça va permettre de faire valoir un préjudice matériel, moral, en lien avec l'asservissement, notamment. Et pour les personnes étrangères, on l'a répété, il y a la possibilité d'avoir un titre de séjour sécurisé pendant la procédure et également après le jugement définitif. Ce qui me paraît important aussi, c'est cette ouverture de droit dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que pour que la personne se rende compte qu'elle est victime aussi, il faut qu'elle puisse se détacher de l'emprise que l'exploiteur exerce sur elle et qu'elle puisse faire confiance aux institutions et à l'État. Et donc, il faut que l'État et les institutions lui donnent aussi un certain nombre de garanties que de l'autre côté, l'exploiteur lui donne. Donc, nous, tout notre enjeu, c'est en créant, en écrivant avec l'aide de la délégation aux victimes, mais aussi des associations et des autres administrations nationales comme territoriales, un parcours d'accompagnement de ces victimes, en mettant les personnes en relation, tous les professionnels qui peuvent accompagner des victimes depuis leur repérage, depuis cette prise de conscience qu'elles sont victimes, derrière vers une bonne orientation vers d'autres associations, vers du logement, vers un accompagnement sanitaire et psychologique. Tout ça, on doit créer une chaîne en fait d'acteurs qui se connaissent, qui connaissent leurs contraintes de travail, qui connaissent leurs possibilités. Et ça, on le fait souvent par le biais des formations. Donc, on a un lien fort avec l'ENM qui s'est enclenché avant les Jeux Olympiques dans le cadre de l'écriture du plan national. On a mis en place des formations territorialisées continues qui sont déclinées de la formation nationale qui a lieu à Paris. Et en fait, on est sur les territoires. On a fait une formation à Paris, on a fait une formation à Bordeaux où Madame Blier était présente, une à Marseille. Et dans cette formation, on est revenu avec la procureure justement qui avait mis en place cette qualification un peu innovante de traite. Bon, elle est repartie là, mais c'est Alice Mazière qui est dans les parages et donc elle travaille aujourd'hui pour la MIPROF. Elle vient de Marseille. Ah bah elle est là-bas. Voilà, elle navigue entre les ventes aux enchères de vin et la salle, donc c'est bon, elle est là. Du coup, elle peut être vraiment une personne ressource sur comment reprendre cette qualification sans trop de Doliprane, sachant qu'il va être rajouté à ses finalités de traite la GPA forcée, quoi d'autre, le mariage forcé et l'adoption, voilà, illégale. Donc c'est dans la directive, la révision de la directive traite et qu'on va devoir transposer dans pas longtemps en France. On a encore un an et demi pour la transposer. Et donc la qualification pénale, elle va devenir encore plus longue, mais pas complexe. Parce que moi, je suis de l'avis de Madame Blier quand on comprend, voilà, il y a trois
un acte, un but et un moyen, une finalité, un but et un moyen, du coup c'est très facile à aller chercher. Et je crois qu'il faut déconstruire ce qu'on en pense. C'est pas, elle est pas trop complexe. Elle relève pas forcément systématiquement de la criminalité organisée. Il n'y a pas forcément de caractère transnational difficile à enquêter. Et elle n'est pas liée forcément au trafic illicite de migrants. La TEH, c'est aussi une TEH de proximité. Elle concerne, comme je vous l'ai dit, des exploiteurs français, des victimes françaises. Donc, il faut se sentir tout à fait à l'aise pour la solliciter, pour la requérir et derrière la qualifier. Notre prochaine journée de formation, si parmi vous, il y a des auditrices et auditeurs qui sont en stage près de Strasbourg le 19 juin, on est à Strasbourg pour une journée complète. Vraiment, on va rentrer dans le détail avec des acteurs locaux, puisque l'objectif de ces formations, c'est aussi de mettre en lien des personnes locales pour pouvoir prendre en charge les victimes beaucoup plus facilement. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était à la dernière formation à Bordeaux. Je sais plus si elle est là, la personne. Voilà, qui m'a dit depuis que vous êtes passé à Bordeaux, l'OFI était là, ils nous ont fait signer une convention entre nous. On a un accès facilité et des espèces de coupe-fil pour emmener les victimes à l'hôpital, leur faire voir des psys plus facilement, leur ouvrir un accès au logement, au papier. On a une écoute plus attentive de la part du service des étrangers de la préfecture pour que ça aille plus vite. On espère que ça va être le cas bientôt. C'est pas 100% réussi, mais c'est ça aussi l'objectif, c'est que la prise en charge des victimes se fasse plus facilement. Et puis pour les proxénètes et les exploiteurs, pourquoi c'est important aussi, c'est parce qu'on peut aussi, on l'a dit, leur prendre les biens tirés de la traite, mais pas que. On peut leur prendre tous leurs biens, confisquer tous leurs biens, y compris ceux qui sont pas issus de la traite. On les met en stock à la Grasque, et puis après, en fonction de la décision finale, soit on garde tout, soit on redonne une partie, on revend. Mais quand il s'agit aussi de confisquer des immeubles, des appartements, et que derrière, ça peut retourner aux associations pour qu'elles hébergent des victimes, comme on va le faire dans quelques jours avec la Grasque et j'espère le ministre aussi ou son cabinet, c'est quand même vertueux et j'espère qu'il y en aura de plus en plus des confiscations comme ça qui pourront faire l'objet de dotations sociales pour bénéficier aux victimes. Vous avez vu, il y a dans les 2000 personnes victimes, il y en a 1000 c'est du proxénétisme et seulement 400 de la traite. Et c'est important de rappeler qu'on peut requérir les deux en même temps et qualifier les deux en même temps. Si vous aimez bien qualifier de proxénétisme, n'hésitez pas, vous pouvez le faire, mais il faut qualifier de traite aussi. Et il faut, nous, que ce nombre-là augmente, les 400 infractions strictes de traite. Il faut vraiment que dans les prochaines années, ça augmente, parce que on pourra faire plus de confiscation de cette manière-là, et parce qu'on sera beaucoup plus proche de la vérité des faits. Et moi, je trouve que c'est bien de le dire aussi que dans notre pays, même si c'est le pays des droits humains, il y a encore de l'esclavage moderne, il y a de la traite, on force des femmes et des jeunes filles à se prostituer et faut pas que ça arrive, quoi. Donc c'est en étant totalement transparent et en publiant ces chiffres officiellement qu'on va pouvoir faire mieux prendre conscience du phénomène et le faire baisser. Madame Blier, quelle est votre expérience de répercussion au niveau local de ces dossiers de traite que vous avez pu judiciariser dans le Grand Libournais ? Alors, les répercussions au niveau local, de là où je suis, c'est plus ce que j'entends dire. C'est la réaction du milieu vitivinicole, qui est un milieu en crise, vraiment. Cette crise-là, on la ressent de manière très forte sur le ressort, non seulement dans les audiences de procédure collective, que à la permanence parce qu'on a des agriculteurs qui se suicident. Du coup, je me suis dit mince, est-ce que le travail qu'on fait, ça va pas venir percuter cette réalité-là ? Alors non. Pas forcément. Déjà parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas poursuivi les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les châteaux. C'est en pleine réflexion et encore une fois, du fait de ce secteur en difficulté, il faudra choisir le bon château. Si jamais un jour des poursuites sont diligentées, c'est évident qu'on va pas tomber sur le viticulteur exsangue. Mais c'est aussi parce que la viticulture est en crise que
ces sociétés prestataires qui pratiquent des prix cassés du fait de l'exploitation de ces travailleurs, c'est parce que le secteur est en crise que c'est possible. Donc les prix sont cassés, la concurrence est forcément déloyale par rapport aux sociétés prestataires qui peuvent avoir pignon sur rue et qui pratiquent des prix qualifiés de normaux. Donc le secteur dans son ensemble a quand même intérêt à ce qu'il y ait le ménage entre guillemets de fait. Je fais tout tomber. Alors moi j'ai vu à travers quelques dossiers que les donneurs d'ordre, les châteaux justement commencent à réagir lorsqu'une société prestataire est mise en cause, même au stade des auditions, parce que les propriétaires viticoles sont systématiquement entendus lorsqu'il y a des travailleurs qui sont identifiés sur leur secteur des victimes, et là on commence à avoir des châteaux en fait qui changent de société prestataire. Il y a une charte éthique qui a été mise en place aussi par la préfecture, des mairies qui montent des maisons des saisonniers. Parce que la difficulté, c'est que les châteaux se sont totalement désengagés de la prise en charge des saisonniers. Initialement, c'était les châteaux qui employaient, il y avait des salariés. Maintenant, il y a une véritable ubérisation de la main-d'œuvre. C'est très difficile de recruter parce que c'est un travail pénible, parce que faut travailler dans le froid, dans la chaleur. C'est pas très bien payé. On commence à savoir que les pesticides, ça rend malade. Donc les gens du cru, les gens dont les grands-parents ont travaillé dans le vignoble, n'ont pas envie d'y travailler. Enfin, c'est vraiment pas le but des jeunes d'aujourd'hui. Donc, par conséquent, et comme dans tous les secteurs en tension, c'est les populations immigrées qui vont travailler dans ces secteurs-là. Et donc l'hébergement des saisonniers est un véritable enjeu, et c'est pour ça que ça a été pris en charge par les sociétés prestataires, mais très mal pris en charge, puisque ils ont été hébergés dans des conditions parfois totalement indignes. Donc le fait qu'il y ait des maisons des saisonniers qui soient en projet dans certaines mairies, notamment à Libourne, alors ça réglera pas le problème, mais c'est des signaux assez forts. Je dis pas que les procédures judiciaires qu'on a mis en place sur le ressort, ça va régler le problème, mais j'ai cet optimisme que ça a servi d'aiguillon pour permettre au moins une prise de conscience du secteur. Sachant qu'on a beaucoup médiatisé aussi, mais vraiment à dessein, parce que faire ça dans notre coin et que ça sorte pas, ça servait pas à grand chose. Donc par conséquent, oui, ça a un réel impact, au moins sur le ressort de Libourne, et je pense de Bordeaux aussi. Merci. Alors, pour finir ces échanges, et alors que la formation initiale à l'École nationale de la magistrature s'apprête à inclure la question de la traite des mineurs, Madame Maracineanu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la spécificité, notamment de la qualification pénale quand elle concerne les mineurs? Vous avez commencé un petit peu à parler de cette qualification pour laquelle on aurait besoin d'un paracétamol. Qu'en dites-vous pour les mineurs? Oui, le profil des mineurs est totalement différent de celui des majeurs, puisqu'il s'agit en majorité de Françaises, principalement des filles, victimes d'exploitation sexuelle et un peu de contraintes à commettre des délits quand il s'agit de garçons principalement, soumis à des drogues ou à des médicaments addictifs. Sur la contrainte à commettre des délits, notre enjeu principal, c'est de réussir à ce que la chaîne judiciaire prenne en compte le principe issu de ces textes internationaux auxquels je faisais référence, qui disent que tout mineur contraint à commettre une infraction ne doit pas faire l'objet de poursuites ni de sanctions, bien sûr si on démontre que la contrainte résulte de la traite des êtres humains. Pour ça, il faut qu'on forme et qu'on fasse comprendre et connaître le fait qu'il faut dépasser les apparences de la délinquance, mais aussi que toute la chaîne judiciaire travaille beaucoup plus en continu, se partage les informations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand il y a des comparutions immédiates, des gardes à vue, qu'on se partage ces infos pour savoir si dans l'autre juridiction juste à côté, finalement, on n'est pas au courant que cet enfant, ce jeune, est victime d'exploitation ou de traite. On a beaucoup de cas. En ce moment, il y a
un cas au tribunal de Paris de jeunes dans le métro qui sont exploités pour justement faire du pickpocket dans les métros des jeunes filles, tout un réseau de jeunes filles sur lesquelles les procureurs et le tribunal travaillent là-bas. Sur la traite sexuelle, il y a des cas aussi où certaines victimes deviennent elles-mêmes proxénètes. Pour déjà sortir du système, et puis parce que c'est aussi le réseau qui veut ça, pour l'entretenir, pour qu'elles arrivent elles-mêmes à recruter d'autres copines pour venir dans le réseau. Donc il faut en être conscient, et puis il faut jauger aussi des peines qu'on va leur donner une fois qu'elles seront jugées elles-mêmes pour proxénétisme. En tout cas, il faut savoir qu'en ce moment, il y a une PPL qui vient d'être déposée pour créer une circonstance aggravante supplémentaire lorsque la victime avait moins de 15 ans. Et comme ça existe déjà pour le proxénétisme, et que l'auteur donc s'expose à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, 3 millions d'euros d'amende. Ça, c'était une mesure du plan, et dans la loi contre le narcotrafic, il y a un député, Monsieur Goufiécha, qui voulait déjà déposer un amendement qui portait ce sujet, mais finalement il a annoncé qu'il allait faire une proposition de loi qui vient d'être co-signée par une majorité de parlementaires, et donc on va avoir une PPL traite prochainement, avec la possibilité éventuellement d'y inclure d'autres modifications législatives qu'on avait déjà identifiées au moment du plan national, mais on n'avait pas de véhicule législatif. Là il y en a un, sachant qu'il y a aussi la transposition de la directive traite qui est en cours aujourd'hui avec la DACG. Et donc, il va y avoir des évolutions législatives un petit peu aussi sur le sujet. Donc, on va pouvoir aussi venir parler de ces évolutions législatives dans les formations initiales que vous mettrez en place ici à l'ENM, éventuellement dans des formations quand on change de poste au sein de la justice, parce que ces formations sont obligatoires. Je pense que c'est important, d'autant plus aujourd'hui que ça touche les mineurs, de plus en plus en France, d'en parler beaucoup plus en lien avec vous, l'ENM. Je me permets quand même de renvoyer chacun l'article 225-4-1 qui, dans son deuxièmement, prévoit que lorsque le mineur est victime, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une des circonstances 1, 2, 3, 4 du premièrement. Donc c'est une infraction qui est simplifiée pour la qualification, dans sa qualification concernant les mineurs. Donc voilà, vous avez beaucoup moins de lignes à lire lorsque vous avez un mineur plaignant. Madame Louis, je crois que la DIAF travaille d'ailleurs à des dispositifs particuliers d'accompagnement concernant les mineurs, notamment dans des dossiers de cette nature. Est-ce que vous voulez nous en parler pour conclure cette table ronde ? Oui, merci. D'abord, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, il y a un enjeu particulièrement fort autour de l'accompagnement des mineurs. D'abord parce qu'ils sont plus vulnérables, plus éloignés, plus difficiles à repérer. C'est vrai pour tous les mineurs victimes de violences, d'ailleurs intrafamiliales ou sexuelles. C'est d'autant plus vrai en matière de traite des êtres humains. C'est d'autant plus vrai que comme les majeurs, ils ne se considèrent pas nécessairement comme victimes. Donc les enjeux sont très forts. Et l'autre enjeu très fort, c'est aussi de savoir que plus on prend en charge tôt les psychotraumas chez les enfants et les adolescents, moins il y a de conséquences, de séquelles à moyen et long terme. Et ça, c'est très important. L'accompagnement aussi doit commencer souvent avant la judiciarisation, parce qu'évidemment, avec les victimes, il faut parfois aussi que les victimes cheminent. Et parfois, elles ne se manifestent pas. Donc parfois, il y a aussi des travailleurs sociaux qui sont amenés à rencontrer des victimes et prennent du temps, particulièrement pour les victimes de prostitution. Sur les dispositifs, je crois que l'enjeu principal, c'est comme pour les adultes, mais encore plus vrai pour ce sujet-là, c'est un enjeu de coordination. En 2017, on a mis en place les comités locaux d'aide aux victimes, qui sont des comités qui sont coprésidés par le procureur de la République et par le préfet à l'échelle de chaque département. Alors l'enjeu est de réunir tous les acteurs de l'aide aux victimes au sens large du terme, c'est-à-dire les représentants de la police, de la gendarmerie, de la justice, des magistrats, mais également de la préfecture, mais je pense aussi aux élus locaux parfois qui sont investis sur ces questions, les associations, mais ça peut être aussi l'éducation nationale, l'ASE, tous les acteurs qui peuvent exister, c'est aux coprésidents de l'identifier aussi à l'échelle de leur département. Alors vous pourrez me dire, ce sont des réunions de plus, très bien, peut-être que ce n'est pas très utile. En réalité, à chaque fois qu'on a fait des claves, ça s'est révélé particulièrement utile. D'autant plus que depuis 2022, on a mis en place un clave thématique qui est le clave mineur.
Et dans le cadre de ce clave mineur, la question notamment de la prostitution, la question de la traite doit être évoquée. Alors quand on parle de ces sujets-là, souvent dans les claves, en fait, on se rend compte que c'est des sujets qui ont du mal à émerger, et c'est tout l'intérêt des claves que de poser la question. Parce que si on demande combien il y a de victimes, si on regarde les chiffres judiciaires, on est toujours très déçus et on se dit finalement le phénomène est peut-être pas si important. En réalité, on sait qu'il y a beaucoup de victimes qu'on ne voit pas. Et c'est tout l'intérêt du CLAV d'aller au-delà de l'aspect judiciaire et d'aller les identifier, les repérer, souvent avec un travail de sensibilisation, de prévention. Donc c'est pour nous un outil particulièrement crucial. Et puis je dirais que c'est le moment où en fait on regarde la réalité en face. Que se passe-t-il sur le territoire ? Quel est l'état des lieux? Est-ce qu'on identifie des problématiques spécifiques à chaque territoire? On peut avoir des problématiques spécifiques à Marseille, à Liban. Enfin, l'idée, c'est vraiment de regarder ça et ensuite de se dire comment on travaille ensemble. Qui fait quoi, comment? On travaille sur des parcours victimes. Dès que la victime est identifiée, comment on fait pour faire en sorte qu'on puisse arriver ensuite à une décision pénale? C'est tout un cheminement, c'est très complexe, et il est important que les gens se connaissent. Parfois, il y a des acteurs qui font des choses extraordinaires, qui ne se connaissent pas, qui travaillent en silo, et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc des dispositifs, il y en a sur plusieurs territoires. Il y a aussi, au-delà de ça, des nouveaux dispositifs sur le recueil de la parole des mineurs, sur leur accompagnement. Notamment, il y a des salles qui sont dédiées. Mais je trouve aussi ce qui est important, particulièrement sur le sujet de la prostitution, c'est la réactivité. C'est-à-dire de faire en sorte que les acteurs se connaissent, ils sont plus réactifs. Et je vais vous donner un exemple simple que j'ai vécu lorsque j'étais députée, où je suivais beaucoup cette question-là. J'étais en lien avec certaines mamans dont les filles étaient prostituées pour l'une depuis l'âge de 14 ans. Un an après le début du calvaire pour cette mère et pour cet enfant, la jeune fille ne voulait évidemment pas témoigner, ne voulait pas, estimait qu'elle n'était pas victime, qu'elle n'avait pas besoin d'aide, que tout allait très bien, mais sa santé quand même commençait à décliner. Un an et demi après le début de cet enfer, elle appelle sa mère un jour, l'avait perdue de vue puisqu'elle fuguait régulièrement. Elle la retrouve en sous-vêtements sur un parking dans un état extrêmement grave. La jeune fille est hospitalisée et à ce moment-là, pour la première fois, la jeune fille décide de déposer plainte. Et là, l'enjeu, il est très fort, c'est-à-dire qu'on a à peu près 1 ou 2 heures pour réagir parce on la connaît, cette jeune fille, on sait qu'elle pourra très vite changer d'avis, qu'il suffit d'un appel de l'auteur, de son proxénète qui était au début, et je mets de grosses guillemets, son petit copain. Eh bien, la réactivité à l'époque à Marseille, la réactivité de la procureure qui a permis qu'on recueille la parole de cet enfant en moins d'1 heure a fait toute la différence dans ce dossier. C'est-à-dire que l'individu, le proxénète, a été placé en détention provisoire, il a été condamné par la suite, et c'est ça qui a été le début du cheminement, je dirais, en tout cas, chemin de réparation de cette victime. Donc aussi, c'est clave, c'est vraiment ça, c'est de travailler ensemble et de faire en sorte que chacun joue son rôle, et qu'aussi on est là aussi pour identifier les bonnes pratiques et voir aussi là où ça pêche, là où ça va pas. Et c'est au niveau local pour construire ça. C'est pas à moi, à la délégation, au Sénat, je sais, on peut pas faire tout depuis Paris, mais c'est vraiment au niveau local qu'il faut construire tout cela. Voilà, en tout cas, un enjeu très fort sur cette thématique au cours des CLAV, et peut-être que vous aurez l'occasion d'y participer. En tout cas, je vous y incite. Merci à toutes les 4. Les échanges ont été très riches, mais ne sont pas terminés, puisque certainement la salle a des questions. Est-ce que vous avez des questions à adresser à nos participantes? Est-ce que vous voulez qu'elles reviennent sur leurs expériences? Oui. Peut-être une précision. Donc moi je suis procureur général à Nîmes, je suis président du conseil d'administration de la Grâce, mais j'ai surtout été, il y a encore pas très très longtemps, procureur de la République pendant plusieurs années. Alors peut-être vous rassurer sur le systématisme, parce que moi dans le dernier parquet que j'ai dirigé, je peux vous indiquer que dès lors que mes collègues, et c'était vraiment un réflexe pour eux, avaient une infraction, notamment de prostitution, de proxénétisme, dans le cadre d'une enquête, l'infraction de TEH, traite des êtres humains, était systématiquement visée, et je peux vous dire qu'on a été suivi par le siège parce ça aboutissait à une condamnation sur son double chef. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important, et chose qui n'existait pas avant. L'infraction relativement récente, vous le savez, puisque ça a une vingtaine d'années, je crois que c'est 2003 que l'infraction de TEH a été créée, et les réflexes se sont acquis, je dirais, au fil des années, aidé en cela par la chancellerie, puisqu'il y a eu plusieurs dépêches, plusieurs circulaires du ministre de la Justice enjoignant les parquets effectivement à ne pas oublier de manière assez systématique à viser cette infraction.
Moi, je vois, vous l'avez dit, hein, mais je vois plusieurs effectivement avantages à viser cette infraction. Bon, c'est d'abord l'affichage, ça me semble essentiel, qu'effectivement, dès lors qu'on se trouve dans une situation de soumission, d'exploitation, et je dirais que le champ et le périmètre est très large, puisque ça va de l'exploitation de la mendicité aux infractions les plus graves qui sont effectivement le recours à la prostitution. Ça me semble essentiel. Eh bien, il y a, me semble-t-il, effectivement un affichage à affirmer de la part des pouvoirs publics et puis de l'institution judiciaire. Le deuxième avantage, c'est comme vous l'avez indiqué, qu'effectivement, on peut avoir recours à des techniques spéciales d'enquête, et ça, c'est essentiel. Ça me semble essentiel. C'est le même réflexe qu'il faut acquérir et obtenir, chose que n'avaient pas les collègues il y a encore quelques années en matière de criminalité organisée ou d'infractions économiques et financières, où on oubliait, alors que c'est parfois bien commode, eh bien de viser également les infractions de blanchiment ou d'association de malfaiteurs. Ça, c'est essentiel. D'ailleurs, même dans ces cas-là, on peut aussi avoir recours à ces infractions qui sont aussi bien utiles. Et puis le troisième avantage, c'est le cœur du sujet, c'est la saisie, la confiscation, effectivement, qui pour certaines infractions sont grandement facilitées. Donc ça, c'est surtout à destination des auditeurs de justice qui sont là. Effectivement, c'est un véritable réflexe qu'il faut acquérir, qu'il faut avoir, qui est maintenant bien en tête des enquêteurs, parce que moi, dans mon dernier parquet à Nice, j'avais pas de difficulté, c'était assez systématique, dès lors qu'on avait quelqu'un qui était en garde à vue pour proxénétisme. Mes collègues de la permanence n'avaient pas forcément à rappeler aux enquêteurs qu'il fallait viser cette infraction, c'était assez systématique. Et je crois maintenant c'est une véritable culture effectivement de l'enquête et puis du recours à ce type d'infraction qui est quand même acquis. On a encore des marges de progression, hein, Madame la Ministre, vous avez raison quand vous l'indiquez, parce qu'effectivement sur un plan national, lorsqu'on fait les extraits statistiques des NATINF, etc., on reste quand même sur quelques centaines de poursuites par an, mais ça reste effectivement une priorité qui a été rappelée, je dirais, à plusieurs reprises par le ministre de la Justice, et ça me semble essentiel. Donc c'était juste un témoignage que je voulais, en tout cas du praticien que j'ai été, que je voulais simplement rappeler. Des questions, mesdames, messieurs les auditeurs de justice? Question, donc, ma collègue Laura, avec laquelle on a travaillé sur l'activité collective relative à la traite des mineurs. Betty. Laura Frangeli, je suis coordonnatrice de formation juge des enfants à l'ENM depuis le mois de septembre et j'ai exercé comme juge des enfants à Alençon puis à Bordeaux et j'ai auparavant travaillé à l'OFPRA, donc j'ai été confrontée à plusieurs reprises indirectement mais à la question de la traite des êtres humains et plus particulièrement à celle des mineurs. Et je dirais qu'à Bordeaux, on a deux types, classiquement, de mineurs concernés, à la fois les mineurs, les jeunes filles originaires des Balkans qui vont être amenées à commettre des vols notamment et qui sont exploitées par ce biais-là et sur lesquels on arrive dans une certaine mesure à un accompagnement, une certaine protection à l'aide grâce à de certaines associations comme Koucha ou la ROL justement. Et puis, on a ces MNA originaires du Maghreb, avec qui il est beaucoup plus compliqué d'intervenir en termes de protection. Et la question que je me posais, c'est quelle articulation on peut avoir pour à la fois venir réprimer les auteurs de la traite d'êtres humains, assurer la protection de ces mineurs qui ne se reconnaissent pas en tant que victimes et qui vont commettre des méfaits répétés et parfois avec un trouble causé à l'ordre public particulièrement grave parce qu'on a des vols-violences extrêmement importants pour les victimes et qui les étracent. Et donc on ne peut pas laisser sans réponse ces faits-là dans l'immédiateté et en même temps il faut aller rechercher autre chose. Donc c'est comment concilier ça, parce que si on les traite uniquement sur la casquette d'auteur, eh bien évidemment ça ne va pas et en même temps on peut pas rester indifférent à cet aspect-là également. Voilà. Je vous remercie. C'est pas simple comme question. Directement, je peux pas répondre, mais j'ai en tête une situation qui me revient à propos d'une jeune des Balkans, pour laquelle il n'y a pas eu de procédure, malheureusement, parce que très honnêtement, il y avait trop de dangers. Et pourtant, je peux vous dire qu'à Ruel, on est très proactif sur les procédures. On pense que pour sortir de l'exploitation, il faut pouvoir dénoncer.
Mais on a accompagné une jeune exploitée, notamment dans la délinquance forcée, en lien avec sa famille, etc. C'était vraiment trop dangereux pour qu'elle dépose plainte. On a contacté des services nationaux de police, etc., qui nous ont dit on n'est pas en mesure d'assurer sa protection, donc on n'est pas resté tout seul face à cette situation. On a décidé qu'elle ne déposerait pas plainte. En tout cas, peut-être ça viendra plus tard. Je pense à cette situation pour illustrer, si on peut, la complexité terrible de ces que rencontrent ces jeunes. Cette jeune, elle a été totalement exfiltrée. Elle est dans une autre région. Elle a pu repartir. Elle a des ressources extraordinaires. Cette jeune, c'est vraiment un cas d'école. Elle a pu faire une formation. Elle a un boulot, etc. Ça fait 2-3 ans qu'elle est sortie. Elle nous appelle encore très régulièrement, nous disant c'est hyper dur en fait. C'est hyper dur parce qu'il a fallu que je rompe à tout jamais de façon définitive avec ma famille. Je sais que si je recroise quelqu'un de ma famille, je suis en danger de mort immédiat. Elle essaye de se recréer un réseau d'amis. Elle y arrive à peu près. Je vous dis, elle travaille. Enfin, je veux dire, c'est la victime idéale pour le coup. C'est la victime idéale. Mais c'est hyper dur au quotidien. Et donc la question plutôt que vous posez, comment combiner la sanction et la protection, je sais pas en fait. C'est juste un choix impossible. Enfin ça me semble assez insurmontable comme difficulté. Je donnerais quand même la priorité malgré tout à la protection, mais la sanction, l'incarcération peut dans certains cas être un outil, un levier intéressant. C'est-à-dire que c'est grâce à l'incarcération qu'on va la protéger, la mettre à l'abri et pouvoir l'éloigner des auteurs. On a eu un autre jeune avec le parquet de Bordeaux qui est resté 6 mois en prison. Pendant les 6 mois, il était à fond, il avait plein de projets, etc. Il est ressorti, il a été récupéré très très vite parce que en fait, donc on a essayé de le punir, si vous voulez. Enfin, le parquet a essayé de le punir, il a été incarcéré. Au bout de 6 mois, en fait, nous on y croyait, on allait le voir en prison hyper régulièrement. On s'est dit c'est bon, il y a un lien, on va y arriver, etc. Il est reparti aussitôt dans le groupe de délinquance parce que l'emprise était trop forte en fait. Donc la réponse, je sais pas, madame, quelqu'un. Moi, j'ajouterais un point. Je pense que j'évoquais la coordination, mais je pense que l'accompagnement psychosocial, il est extrêmement important. Les sujets d'emprise, de psychotrauma, c'est encore des notions dont on parle beaucoup, mais qu'on connaît pas si bien que ça. Donc, c'est important aussi qu'il y ait des professionnels formés pour sortir de ces mécanismes d'emprise. Il y a aussi des systèmes de représailles et autres qu'il faut prendre en compte. Il y a un aspect protection qui est plutôt judiciaire, qui peut être aussi civil avec évidemment la protection de l'enfance. Mais il y a également, à mon sens, tout un travail. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur le psychosocial. Et je sais que vous êtes pour la plupart magistrats ou futurs magistrats, mais il y a vraiment ça. En fait, il faut faire le lien entre le judiciaire et le psychosocial. C'est un défi de chaque instant pour de nombreuses victimes tous les jours de se dire, le temps de la justice n'est pas celui de la victime. Une victime qui est dans un système d'emprise, elle peut mettre des jours, des mois, parfois même des années pour s'extraire de ça. Et la justice répond pas à ce rythme-là. Donc il n'y a pas de réponse parfaite. Par contre, ma conviction, c'est que plus on a de professionnels qui comprennent ces mécanismes d'emprise, qui sont capables de se dire qu'une victime recule, c'est pas forcément parce qu'elle veut pas, c'est qu'elle n'y arrive pas, qu'on puisse mettre en place des accompagnements autour de ça avec des psychologues et qui soient formés, des médecins qui comprennent aussi ces mécanismes, ça fait quand même la différence. Après, de solution idéale, évidemment, il n'y en a pas. Moi non plus, je vais pas vous apporter la solution. Juste un témoignage aussi, j'ai été à 5 ans au parquet des mineurs à Bordeaux, au moment où les MNA sont arrivés. Alors je sais qu'ils sont un peu repartis, mais là ils sont peut-être un peu en train de revenir. Mais c'est vrai que ça a été une véritable lame de fond et le métier au pénal du parquet mineur et des juges des enfants a complètement changé. À savoir que les mineurs habituels, des mineurs, alors je vais pas dire français parce que c'est complètement caricatural, mais au moins des mineurs avec une famille sur le territoire français, une scolarité, des accroches avec qui on peut travailler. Enfin voilà, les mineurs avec qui on sait travailler n'étaient plus là. Alors, ils devaient être bien tranquilles, ils devaient continuer à commettre leurs actes de délinquance, mais n'étaient interpellés que les MNA. Alors, une fois, j'avais demandé à un policier du commissariat, j'ai dit, mais pourquoi il y a que eux en garde à vue? Me dites pas que les autres ne font plus rien, c'est pas possible. Et en fait, il m'avait avoué que les interpeller, c'était très facile en fait, parce que ils commettaient leurs faits de manière tellement ostensible, limite avec un gyrophare rouge sur la tête, que pour la BAC notamment dans les rues de Bordeaux, c'était facilité et que par conséquent les geôles se remplissaient très facilement avec cette population-là. Donc il y a la difficulté, comme vous l'indiquiez, de la gravité des faits parfois commis.
parce que c'est des gamins qui, dès leur arrivée sur le territoire, commençaient à prendre du Rivotril, qui leur était fourni, alors par qui? Par le réseau. Le Rivotril qui désinhibe et qui enlève l'impression de danger et la peur, donc par conséquent, il pouvait être amené à commettre des actes très graves. Donc forcément, il y avait une réponse élevée qui était donnée par le parquet. Et il y avait aussi la problématique en termes de suivi de la langue, parce qu'il ne parlait pas un mot de français. Et par conséquent, pour la prise en charge par la PJJ ou par des familles d'accueil, enfin c'était une réflexion qui était en cours au moment où je suis partie sur le fait de recruter des familles d'accueil arabophones qui pourraient éventuellement avoir une accroche avec eux, mais c'est une problématique qui est tellement complexe, tant d'un point de vue sanitaire. Enfin, on en voyait arriver dans des états. Limite avec un bras nécrosé, enfin au niveau physique, ils étaient extrêmement abîmés à 14-15 ans. Donc ils partaient de l'hôpital dès lors qu'ils étaient en mesure c'était vraiment une période qui pour moi a été très décourageante. Parce que déjà, il y en avait pas beaucoup de mineurs, il faut quand même l'avouer. Et ceux pour qui il y aurait pu avoir un réel intérêt à les protéger parce que tout jeune, parce que l'accroche éducative était quasiment impossible. Donc, mis à part la prison, c'était les seuls moments où ils étaient posés et où, par conséquent, en termes de protection de la société, on en était là. Et c'est vrai que quand on est magistrat chargé des mineurs, la simple répression, c'est pas ça qui nous intéresse forcément, quoi. Je crois qu'il y a l'hôpital Robert Debré à Paris qui a essayé de vraiment travailler avec les MNA en partant du soin. C'est-à-dire que quand ils arrivaient à des hospitalisations suffisamment longues, ça permettait de construire une approche. Mais c'était vraiment résiduel et sur un temps long. Et c'est assez frustrant parce que beaucoup n'adhéraient pas à quoi que ce soit. Mais c'est vrai ça que là, concernait que les gamins qui avaient un état de santé dégradé. Mais oui, c'est une réelle problématique. Ouais. Aucun auditeur veut prendre la parole pour une question avant que nous clôturions les travaux. Bonjour. Bonjour, Joseph Gled, auditeur de la promotion 2025. Une question sur l'aspect filière et notamment la coopération avec les pays de départ ou les pays de transit. Alors là, on a beaucoup parlé des victimes et c'est normal, mais au regard des menaces qui pèsent sur elles et qui peuvent également peser sur leur famille restée au pays, parce que très souvent on a des cas de recruteurs ou alors je sais pas trop comment les appeler, mais qui sont aussi présents dans les pays de départ et qui peuvent menacer les familles ou les proches restés au pays, sur lesquels on a a priori nous très peu d'actions possibles. Est-ce qu'on a, à travers les magistrats de liaison ou à travers les réseaux diplomatiques, des travaux spécifiques sur ces thèmes et avec quels résultats? Merci. Alors, avec le ministère des Affaires étrangères, on a un axe de déploiement, une feuille de route dans le plan national. On a commencé à travailler avec les postes consulaires sur de la prévention, notamment dans les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc. On a repris des travaux qui avaient été faits par la société civile française en collaboration avec la société civile locale pour mettre à disposition des postes consulaires et notamment de l'OFI qui là-bas fait passer des entretiens pour les travailleurs saisonniers, des documents qui renseignent sur le droit du travail en France, sur les numéros utiles à appeler, sur les associations par lesquelles on peut se faire accompagner si jamais on est victime d'exploitation ou de traite selon les critères qui sont définis dans ces documents. Donc ça, c'est déjà actif en Tunisie. On travaille au Maroc pour que ce soit mis en place.
Et effectivement, on a comme projet, enfin comme action là en ce moment, de réunir les magistrats de liaison des différents postes consulaires pour pouvoir les former à ce phénomène de traite, les informer, notamment dans les pays que l'OCRET, donc l'Office central de lutte contre la traite par l'exploitation sexuelle, et l'OCLTI nous aident à cibler, pour pouvoir les réunir, les former, voir quelles actions on peut mener avec les ambassades. Alors j'ai entendu Vanessa qui a dit tout à l'heure qu'il y avait aussi sur la confiscation des biens mal acquis une revente par le ministère des Affaires étrangères et... Ah d'accord. Donc faudrait qu'on identifie cette ligne-là financière éventuellement pour voir si elle peut pas 390 le budget et ça va au ministère des Affaires étrangères, mais l'idée c'est de le reverser aux populations dans le pays d'origine. Ouais. Et donc peut-être qu'on pourrait financer des opérations locales là-bas, la minima de prévention de la traite du coup et de l'exploitation, si jamais il peut y avoir un lien entre ces biens mal acquis ici et mais voilà. Vraiment, l'idée, c'est qu'on travaille aussi avec les offices centraux et également avec Civipol, qui est une agence qui agit aussi avec des financements européens dans les pays d'origine des potentielles victimes, pour permettre de faire de la prévention, de l'information sur cette thématique. Maintenant, j'ai cru comprendre dans votre question que vous parliez aussi de la protection. Ça, pour l'instant, on n'a pas creusé ce sujet-là pour voir s'il peut y avoir des collaborations policière entre les deux pays pour voir si on peut activer de la protection locale de la famille, mais c'est effectivement un gros frein au dépôt de plainte ici, quoi. C'est pour ça aussi que les victimes hésitent à déposer plainte, c'est parce qu'elles craignent pour leur famille, leurs enfants, parfois rester là-bas. Et effectivement, ça peut faire partie aussi du pack de garantie qu'on leur donne au moment de les amener plus facilement vers le dépôt de plainte qui déclenche plus facilement de la répression et des sanctions. Je vais ajouter une toute petite précision par rapport à ça. Alors au niveau du ministère des Affaires étrangères, lorsqu'effectivement un agent consulaire reçoit, certains sont formés justement pour recevoir des victimes, il y a une possibilité qui est lorsqu'on identifie qu'il y a une personne en danger. Alors on peut imaginer que ça soit dans ce cadre-là, il y a deux possibilités. Soit c'est pas un danger direct, et alors ça passe par le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire que la victime qui est à l'étranger peut passer par on peut faire aussi l'inverse. Mais il y a aussi le CDCS quand c'est très très urgent, qui peut avoir aussi ce rôle de relais au niveau du ministère des Affaires étrangères. Alors après, ils appellent les services de police locaux, et après évidemment selon les pays, les réactivités, ça peut être opportun ou pas de les saisir. Parfois ça peut même aggraver la situation. Donc il faut vraiment être très très prudent, et en fait c'est du cas par cas, mais voilà, le ministère des Affaires étrangères peut, alors sans doute à la marge parce que les situations se remontent rarement au niveau consulaire, mais ça peut être aussi une voie. Il y a peut-être dernier élément, l'OIM aussi, qui peut faire un gros travail dans certains pays en lien avec les associations locales de lutte contre la traite et qui peut reloger des familles. Selon les antennes qu'ils ont dans les pays, l'OIM peut être un partenaire intéressant pour la protection des victimes dans l'Organisation internationale des migrations qui relève de l'ONU, qui est la branche de l'ONU spécialisée sur les migrations. Bonjour, Adrien Roux du Buisson, je suis auditeur de justice au tribunal judiciaire de Libourne. J'avais une question qui portait, parce que vous avez évoqué dans vos interventions, et merci pour vos interventions, vous avez évoqué finalement, si je schématise, deux types de traite d'êtres humains, celle où l'activité est occulte et celle où elle est, en tout cas en apparence, licite, une activité qui pourrait être presque déclarée, en tout cas en apparence, avec une société qui fait intervenir des travailleurs, et un donneur d'ordre qui n'a pas forcément accès à toutes les informations sur les travailleurs qu'il fait intervenir. Alors, en matière de travail dissimulé, un donneur d'ordre, il peut solliciter des attestations de vigilance auprès de l'URSSAF pour s'assurer, même si on sait que c'est imparfait, que la société qui fait intervenir a bien fait déclarer ses travailleurs. Ma question est la suivante. Sur la traite d'êtres humains, quelles sont les vérifications qu'on peut solliciter auprès d'un donneur d'ordre pour s'assurer qu'il est de bonne foi? Est-ce que ça existe et quels outils est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Quelle est la prévention qu'on peut faire quand on repère qu'il y a une activité comme ça qui est à risque, comme par exemple dans le Libournais? Alors je dirais que pour l'instant la meilleure des préventions c'est la médiatisation et la communication qu'on peut avoir face à ce phénomène, parce que ça fait vraiment de la très 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 mauvaise pub
au secteur vitivinicole. Et ils ont vraiment pas besoin de ça en ce moment. Être assimilés à des esclavagistes, surtout dans le Bordelais, ça fait très mauvais genre. Après, on pourra jamais demander aux donneurs d'ordre d'aller vérifier dans quelles conditions sont hébergés les travailleurs. Moi, dans mes dossiers, je tiens la traite grâce aux conditions d'hébergement indignes, essentiellement parce que ils travaillent, ils sont payés pour le travail qu'ils effectuent, donc il n'y a pas de conditions de travail indignes. Je schématise complètement. Donc ça, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de mise en cause. Alors j'aurais pu trouver des petites infractions, mais je sais qu'il y a une réflexion aujourd'hui au niveau législatif pour créer une incrimination spécifique. Alors je sais pas à quoi elle ressemblera, mais pour justement combler ce vide juridique qui pourra servir dans beaucoup de secteurs d'activité. Pour que quelque part les donneurs d'ordre ne puissent plus s'en laver les mains, alors que c'est quand même de notoriété publique qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des conditions très compliquées et ou qui sont hébergées dans des conditions très compliquées pour permettre aux entreprises de tourner dans les secteurs en tension. Donc ça c'est au niveau national qu'il y a une réflexion, au moins ce que j'en sais à mon niveau. Disons qu'il y en avait une jusqu'à ce qu'il y a quelques jours où le président s'est prononcé sur la suppression de la directive devoir de vigilance au niveau européen. Donc on va voir ce que ça entraînera derrière et quelle position de la France sur le sujet. Mais effectivement, c'est vraiment sur ce côté-là qu'il faut travailler pour. On a aussi nous dans le plan une mesure où on aimerait faire signer branche par branche, en fait, des espèces d'accords entre les employeurs et les employés, en utilisant un peu l'image qui pourrait être écornée si jamais les sujets venaient à être médiatisés, de la traite et de l'exploitation, pour que les employeurs et les employés s'engagent sur un plan de prévention de l'exploitation, de la traite dans leur propre branche d'activité. Dans le champ agricole, le ministère de l'Agriculture nous dit qu'il faut attendre un peu, mais maintenant que les manifestations sont passées, peut-être que on aboutira à quelque chose. Mais on travaille dans la restauration, le bâtiment, le tourisme, et j'espère que ça va aboutir. C'est le ministère du Travail qui est responsable de ces mesures-là. On a un rendu de comité de coordination du plan fin du mois de juin, donc on aura les résultats des avancées sur ces mesures. Mais je pense que c'est aussi une solution, un engagement volontaire soutenu par les branches elles-mêmes pour ne pas avoir des mauvais articles et une mauvaise publicité, quoi, si jamais des cas comme ça se présentent, et qu'ils fassent de la prévention en interne pour être efficace. Juste pour compléter, et ça c'est spécifique je pense au milieu agricole au moins en ce moment, c'est vrai qu'il y a une grosse problématique avec les agriculteurs. L'année dernière il y a eu des manifestations qui ont causé des troubles manifestes, enfin il y a eu pas mal de soucis, et donc moi j'ai pu assister à certaines réunions en lien avec la préfecture où en gros on demandait aux administrations clairement d'arrêter de les contrôler. Il y a le principe d'un contrôle unique qui a été mis en place, mais c'est vrai que moi dans ces réunions-là, j'ai quand même rappelé que l'aspect traite devait être traité sans mauvais jeu de mots de manière autonome, et que donc il y a des réels enjeux politiques qui viennent se percuter avec l'action judiciaire. Donc c'est là où il faut aussi porter le fait que ça concerne la dignité humaine, et que on transige pas là-dessus. Ça me paraît assez évident, mais vu que moi je dépends aussi des administrations du ministère de l'Intérieur, voilà, je suis pas chef de la police, comme je dis à mes enfants. C'est pas moi qui peux leur dire ce qu'ils doivent faire. Enfin, il y a beaucoup d'interactions qui peuvent freiner un peu l'action judiciaire. Mais bon, ça, comme dans beaucoup d'autres domaines. Peut-être un dernier mot? Non?
ce sera le dernier mot. Merci Madame la Ministre, Madame la déléguée interministérielle, Mesdames, pour la qualité de vos interventions et également du travail en amont que nous avons pu faire pour cette table ronde. Merci à tous pour votre attention. Donc la vente est sur le point de se terminer peut-être d'ici quelques minutes. Donc si vous souhaitez encore rejoindre l'amphithéâtre, c'est possible. Bonne continuation à tous les auditeurs de justice à qui je dis à très vite.